Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1232e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée en Coupe d'Afrique des Nations. Début des quarts de finale, on aura deux affiches aujourd'hui et deux affiches demain. Aujourd'hui, on aura donc le pays hôte, le Cameroun face à la Gambie. Un petit peu plus tard dans la journée, le Burkina Faso va affronter la Tunisie. Et puis pour les affiches de demain, on aura donc ce joli duel entre l'Égypte et le Maroc et on terminera avec ce match entre le Sénégal et la Guinée équatoriale. Une déclaration de Mohamed Salah qui n'a qu'un objectif sur cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement de soulever le trophée, le premier trophée qu'il pourra donc remporter avec sa sélection nationale après avoir échoué notamment en Cannes en 2017 lors de la finale. Mohamed Salah qui nous dit: ce trophée pour moi c'est quelque chose de complètement différent que ce que j'ai déjà pu gagner au cours de ma carrière, notamment en club. Ce trophée me va droit au cœur. Voilà l'objectif de Mohamed Salah qui est en mission avec les Pharaons sur cette Coupe d'Afrique des Nations, aller remporter ce premier trophée. Ensuite, on enchaîne avec une petite information assez drôle. C'était hier lors de la conférence de presse conférence de presse d'avant-match entre le Burkina Faso et la Tunisie. Un homme s'est introduit donc dans la salle de conférence de presse, a pris les micros et les câbles et puis il est parti. Après enquête, il s'est avéré qu'il s'agissait du propriétaire du matériel et ce propriétaire a décidé tout simplement de récupérer son matériel car la CAF n'avait pas payé la location. On a quand même des choses assez dingues qui se passent dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On enchaîne les amis avec les deux derniers résultats des éliminatoires sud-américains pour la 15e journée de ces éliminatoires sud-américains. Donc c'est bientôt la fin. Hier soir, la Colombie a fait une très mauvaise opération à domicile. Les Colombiens battus par un concurrent direct. Le Pérou, 1-0. But de Flores côté péruvien à la 85e minute. La Colombie qui a eu pas moins de 30 tirs sur cette rencontre pour seulement 2 tirs cadrés, alors que le Pérou n'a eu que 4 tirs pour un but marqué. Gros problème d'efficacité côté colombien. Ça fait 6 matchs que la Colombie, en tout cas 6 matchs dans les éliminatoires sud-américains, que la Colombie n'a plus marqué le moindre but. Et pourtant, on avait notamment hier Rafael Borré, Luis Diaz, Radamel Falcao, Rames Rodriguez, et la Colombie n'y arrive pas à trouver le chemin des filets. 30 tirs hier pour les Colombiens, seulement 2 cadrés, très mauvaise opération. Le Venezuela relève la tête, même si les Vénézuéliens sont déjà éliminés de la course au mondial. Le Venezuela a battu 4-1 la Bolivie. C'était la première d'ailleurs du sélectionneur José Pekerman. À noter un triplé pour Salomon Rondon, une petite stat sur la Bolivie qui est sur une série absolument dingue. La Bolivie reste sur 62 matchs consécutifs à l'extérieur sur les éliminatoires sud-américains sans la moindre victoire. La Bolivie n'a plus gagné à l'extérieur donc dans ces éliminatoires sud-américains depuis le 18 juillet 1993. C'était à l'époque aussi face au Venezuela. On sait que la Bolivie est une sélection qui est très à l'aise à domicile parce que c'est en altitude, en très haute altitude, du côté de La Paz. Mais lorsqu'il faut jouer du côté des autres sélections sud-américaines à l'extérieur, c'est une mission impossible pour la Verde bolivienne. Ensuite, on enchaîne les amis avec le classement donc, de ces éliminatoires sud-américains. On l'a dit, c'était la 15e journée hier. Alors seul le Brésil et l'Argentine, qui on le rappelle sont déjà qualifiés, n'ont joué que 14 matchs. Donc pour toutes les autres sélections, il ne reste plus que 3 matchs. Et vous pouvez donc jeter un coup d'œil au classement. Le Brésil et l'Argentine sont qualifiés. La qualification est quand même très proche pour l'Équateur. La très bonne opération hier du côté du Pérou. L'Uruguay est aussi pour le moment en 5e position. Et puis on retrouve la Colombie et le Chili qui seront à la lutte. Bon, la Bolivie a fait une très mauvaise opération hier. Il ne nous reste donc plus que 3 journées. Ensuite, on enchaîne les amis avec le programme du week-end en Coupe de France. On n'a pas de championnat ce week-end partout en Europe. Coupe de France pour nous, donc avec notamment le Paris Saint-Germain qui se recevra Nice, ça sera lundi. Dimanche, on aura Lens-Monaco. Aujourd'hui, on a notamment Toulouse face à Versailles ou encore Reims face à Bastia. Marseille-Montpellier aussi ce soir. On enchaîne les amis avec le premier résultat donc, de ce week-end de Coupe de France. La victoire hier du FC Nantes, 2-0 face au Stade Brestois grâce à un doublé de l'inévitable Ludovic Blas. Encore une saison intéressante pour Ludovic Blas, un joueur d'une grande qualité technique, il a une très belle frappe de balle, c'est un joueur aussi qui percute beaucoup de l'avant. Bref, une belle victoire pour les Canaries, 9e et 10e but déjà cette saison pour
Ludovic Blas, et il faut bien le dire quand même, le FC Nantes est une équipe très séduisante cette saison. Depuis l'arrivée de Antoine Comboiré, les Canaries sont quand même assez sympas à suivre, alors qu'on se faisait chier, il faut le dire, la saison passée, avec les nombreux changements d'entraîneur et surtout le jeu qui était vraiment assez décevant. Eh bien, l'arrivée d'Antoine Comboiré a vraiment permis au FC Nantes de se trouver un style propre, avec une percussion et des projections très rapides vers l'avant. C'est quand même assez agréable de voir jouer le FC Nantes, qui est quand même très dépendant des prestations de Ludovic Blas et Randal Kolo Muani, qui marquent 50% des buts nantais. Petite information côté FC Lorient, puisque le FC Lorient rêve de faire revenir Laurent Koscielny. Laurent Koscielny a déjà joué à Lorient, c'était il y a une grosse dizaine d'années. Le seul problème pour le moment, c'est que Laurent Koscielny, il est toujours sous contrat avec les Girondins de Bordeaux, même si on sait qu'il est écarté du groupe bordelais. Ensuite, une information toujours côté lorientais, le FC Lorient, qui est en quête d'un gardien sur ces derniers jours de mercato, a tenté de convaincre Steve Mandanda. L'opération a très peu de chances d'aboutir. On poursuit toujours du côté, cette fois-ci, de Marseille, avec une information qui concerne Boubacar Kamara, puisque hier, l'Olympique de Marseille a reçu une offre en provenance d'Espagne. Offre qui arrive en provenance du champion d'Espagne, l'Atlético Madrid, qui a transmis une offre de 5 millions d'euros, plus quelques bonus pour Boubacar Kamara. L'offre a d'ores et déjà été refusée par Pablo Longoria. C'est sûr qu'on a entendu déjà depuis quelques mois maintenant que Marseille attendait entre 15, 20, voire peut-être plus millions d'euros pour Boubacar Kamara. Alors c'est vrai que cette offre de 5 millions d'euros de l'Atlético, elle est plutôt dérisoire. Ensuite, on enchaîne du côté de Bordeaux. On en parlait déjà depuis quelques jours maintenant. Tout s'est passé très vite pour Marcelo, qui a résilié son contrat avec l'Olympique Lyonnais en début de semaine. Marcelo s'est engagé hier avec les Girondins de Bordeaux. Un contrat de 6 mois pour Marcelo, avec une année en option en cas de maintien des Girondins en Ligue 1. Toujours du côté de la Ligue 1, et cette fois-ci ça concerne l'ex-club de Marcelo, à savoir l'Olympique lyonnais, qui est à la recherche donc d'un nouveau milieu de terrain. Ce nouveau milieu de terrain, ça pourrait être tout simplement Giovanni Lo Celso, puisque Lyon et Tottenham sont tombés d'accord pour un prêt sans option d'achat du milieu de terrain des Spurs. Reste maintenant à tomber d'accord avec l'Argentin, qui pourrait donc faire son grand retour en Ligue 1. Giovanni Lo Celso ne joue que très peu de matchs du côté de Tottenham, ou alors ce sont des matchs qui n'ont pas vraiment une grande importance, ce sont des matchs de cup. Pour Giovanni Lo Celso, il a joué aussi un petit peu en Coupe d'Europe, mais en général en Première Ligue, Giovanni Lo Celso, il fait banquette. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de Saint-Etienne. Les Stéphanois sont à la recherche d'attaquants sur cette fin de mercato. Plusieurs noms sont cités. On a notamment Loïc Rémy, qui est suivi par les Saint-Etienne, mais aussi Enzo Crivelli, l'attaquant de l'Istanbul Başakşehir, qui est prêté cette saison du côté d'Antalyaspor, est suivi par l'AS Saint-Etienne, et vraisemblablement tout est ficelé pour ce dossier Enzo Crivelli, qui devrait donc arriver aujourd'hui du côté de Saint-Etienne. Enzo Crivelli n'a toujours pas marqué cette saison dans le championnat turc, mais c'est un profil qui plaît à l'AS Saint-Etienne parce qu'il connaît très bien la Ligue 1 et que c'est un joueur assez combatif. On connaît le profil de Enzo Crivelli, un véritable guerrier offensivement, même si c'est pas non plus le plus grand attaquant. Ça peut être un profil intéressant pour l'AS Saint-Etienne. On enchaîne du côté du Paris Saint-Germain avec le transfert avorté pour le moment d'Eric Dina et Bimbe. C'est un transfert qui, en plus de ça, devait déclencher l'opération Tanguy Ndombele. Pour le moment, il y a de gros désaccords entre le Paris Saint-Germain et le Bayer Leverkusen. Le PSG a reçu une offre de 9 millions d'euros de la part de Leverkusen. Le Paris Saint-Germain attend 15 millions d'euros pour libérer le jeune Eric Dina Ibembe. Donc ça bloque tout simplement pour le moment la fin de mercato parisienne. Ensuite, on continue du côté du Paris Saint-Germain, toujours avec cette information qui concerne Paul Pogba. Le quotidien L'Équipe affirme que le Paris Saint-Germain suit toujours la situation de Paul Pogba, évidemment pas pour ce mercato, mais pour le mercato estival. Leonardo a déjà échangé à plusieurs reprises avec Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, mais normalement, si ça se fait, ça sera évidemment l'été prochain, puisque Paul Pogba n'a toujours pas prolonger son contrat avec les Red Devils. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Aurélien Tchouaméni, le jeune milieu de terrain de l'AS Monaco, puisque Rouni Calafat
le scout du Real Madrid, ou en tout cas le scout qui est capable de dénicher souvent de jeunes pépites et de jeunes talents, et va être ce week-end pour observer Aurélien Tchouaméni du côté de Lens en Coupe de France. Selon le quotidien Marca, Aurélien Tchouaméni, ça vaut entre 80 et 100 millions d'euros, donc c'est quand même une forte somme, mais c'est bel et bien l'une des cibles prioritaires du mercato merengue sur le mercato estival. Ensuite, une déclaration de Thibaut Courtois à quelques semaines maintenant du huitième de finale de Champions League face au Paris Saint-Germain. Thibaut Courtois qui nous dit que ce sera une finale avant l'heure, mais le Real est à un très bon niveau et je pense que nous pouvons passer. Ensuite, on enchaîne avec cette petite image et ce post Instagram de Kylian Mbappé, un post qui évidemment a fait réagir notamment les supporters madrilènes. Kylian Mbappé qui pose donc devant un fond blanc, un mur blanc tout simplement, avec une petite légende, deux emojis laissés par Kylian Mbappé, l'emoji des yeux et l'emoji aussi de la petite bulle de pensée. Évidemment, tous les supporters madrilènes y ont vu un message dans cette photo, pourtant qui est une photo où il n'y a pas grand chose, où on voit juste Kylian Mbappé qui regarde de profil au loin. Alors peut-être c'est pour son avenir, mais évidemment le mur blanc a fait passer le message aux supporters madrilènes que son avenir était du côté du Real Madrid. Cette petite photo a d'ailleurs été likée notamment par Eduardo Camavinga, par Karim Benzema ou encore Luka Modric. On enchaîne avec deux informations et deux déclats qui concernent Erling Haaland. Premièrement, son ex-entraîneur du côté du Borussia Dortmund, Lucien Favre, qui nous dit Haaland a fait de très gros progrès. C'est un grand travailleur avec une super mentalité, il a une puissance incroyable, il est fort devant le but, il peut tirer pied droit, pied gauche, il peut marquer de la tête, il sait aussi jouer collectif, c'est un profil très intéressant. Évidemment, Erling Haaland, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de cordes à son arc, c'est quelqu'un qui vraiment sur le secteur offensif est capable de faire beaucoup de choses de par son jeu déjà individuel où il est très à l'aise des deux pieds, il est très à l'aise aussi de la tête et c'est quelqu'un aussi qui est très à l'aise aussi dans le sens collectif du jeu. On poursuit aussi avec une petite déclat d'Erling Haaland qui nous parle d'autre chose que de terrain. Il nous dit « J'aime me détendre en conduisant mon tracteur, en nourrissant les vaches. J'aurai une petite ferme après ma retraite. Je ne sais pas où, mais je suis quasiment sûr que j'aurai des animaux. » On réfléchit actuellement à avoir quelques chèvres. Évidemment, du côté de la Norvège, Erling Haaland a d'autres options que ce qu'il peut avoir, notamment du côté de Madrid ou Barcelone. Ensuite, on enchaîne avec justement une information qui concerne le Barça. Sky Sports a annoncé hier que le Barça et la Juventus ont tenté des approches auprès d'Arsenal pour tout simplement prendre des renseignements sur Pierre-Emerick Aubameyang et sur cette fin de mercato. Pierre-Emerick Aubameyang est une des cibles prioritaires du Barça sur cette fin de mercato. Le Barça cherche à se trouver un numéro 9 sur ces derniers jours de mercato. Autre information du côté du championnat espagnol, le retour en Espagne du jeune Ilex Moriba, l'ex-joueur du FC Barcelone qui a été transféré l'été dernier du côté du RB Leipzig. Pour le moment, ça a été compliqué du côté de Leipzig. Il n'a que très peu joué. Ilex Moriba, il va faire son retour du côté de Valence. Ensuite, on enchaîne avec du côté de l'Angleterre une information qui concerne Everton, qui est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur. Les Toffees se montrent très intéressés par Frank Lampard, qui est le favori pour donc succéder à Rafael Benitez. On poursuit les amis avec cette petite anecdote qui concerne Cristiano Ronaldo et notamment sa valeur sur le site Transfermarkt. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser, c'est un site qui est vraiment très intéressant. Ils sont notamment aussi présents sur les réseaux sociaux. Donc le site avait fait un classement il y a quelques jours maintenant des 10 joueurs de plus de 33 ans les plus chers actuellement. Donc Cristiano était évidemment en tête de cette liste. Mais visiblement pour Cristiano, son prix n'était pas assez cher, donc il s'est permis d'envoyer un petit message à la personne qui gère les réseaux sociaux de Transfermarkt en demandant pourquoi son prix n'était pas si élevé que ça. Donc la personne lui a répondu que ça dépendait évidemment de plusieurs facteurs, de l'âge, du contrat du joueur, évidemment de ses performances. Et pourtant Cristiano était quand même en tête de cette liste avec un gros différentiel là, par rapport au deuxième joueur. Il y avait quasiment 40 millions d'euros d'écart. Donc Cristiano n'a pas beaucoup apprécié la réponse de la personne qui gère les réseaux sociaux de Transfermarkt, puisqu'il a envoyé quelques smileys donc après la réponse, et puis après
il a tout simplement bloqué Transfermarkt et bloqué aussi la conversation avec la personne qui gère les réseaux sociaux. On enchaîne les amis du côté de l'Italie avec une information qui concerne la Juventus et justement ça concerne aussi un petit peu Cristiano Ronaldo puisque le nouveau numéro 7 de la Juve est connu, c'est Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe qui s'est donc engagé avec la Juventus. Dusan Vlahovic qui est un grand admirateur de Cristiano Ronaldo. Regardez cette petite déclaration, c'était en tout cas un petit post en 2016, Dusan Vlahovic qui citait tout simplement le grand Ronaldo, l'une de ses idoles. Et bien Dusan Vlahovic va prendre son numéro du côté de la Juventus. Il quitte donc la Fiorentina contre à peu près 75 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026 pour Dusan Vlahovic avec la vieille dame. Et on va terminer cet épisode les amis avec une déclaration de Gigi Buffon, le portier de Parme à l'âge de 44 ans. Gigi Buffon en veut encore plus, il nous dit: si l'Italie rate le mondial, je vais essayer d'être présent en 2026. Je ne serais pas si surpris si je suis encore en grande forme à l'âge de 48 ans. Voilà l'objectif de Gigi Buffon. Alors pour le moment, l'Italie n'a pas raté le mondial, il y aura les barrages dans 2 mois. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.